paix Kona, la paix Félico. Hasim Monanga, Hasim Monango Mandela Tena, la paix Kona, la paix Félico. The burning water. Monsieur le témoin sur le Mali, merci de prendre la parole. Merci madame. Je suis Issa Ndiaye, président d'une association de Forum Civique Mali qui a la prétention d'être un espace de discussion et d'action pour l'approfondissement de la démocratie dans mon pays. Je viens donc d'un pays, le Mali, qui a été récemment déclaré État failli et qui pourtant, quelques mois auparavant et pendant 2 décennies, avait été présenté sur la scène internationale comme étant la vitrine de la démocratie en Afrique. Tragique destinée. Je viens d'un pays, le Mali, qui est né dans la douleur, dans la trahison. Parce que dans les années 60, mon pays a formé avec le Sénégal une fédération. Parce que nous étions porteurs d'une vision d'intégration à l'échelle africaine. Mais cette expérience a été de courte durée en raison des pressions françaises qui ont abouti en l'espace de quelques mois à la mort de ce projet fédérateur en Afrique qu'on appelait auparavant Fédération de la République du Mali. Le Mali, par rapport aux autres pays de la sous-région, a connu donc une politique exceptionnelle. C'est le seul pays de l'espace francophone d'alors qui a été en profondeur dans sa rupture avec l'ordre colonial existant. D'abord, par la nationalisation des secteurs importants de l'économie nationale. Ensuite, par la création d'une monnaie nationale. Et enfin, par la fermeture de toutes les bases étrangères, notamment françaises en Afrique. C'est le 20 janvier 1961 que le dernier soldat français a quitté le territoire malien.
La France, en se retirant du Mali, a détruit tout ce qu'elle ne pouvait amener, même les plans d'installation du réseau d'eau, d'électricité et de téléphone. Le Mali s'est constitué dans une certaine hostilité entretenue par les pays de la sous-région. Et aujourd'hui, étant failli, le Mali a été confié par la France à la gestion de la CEDEAO, la communauté économique des États des Afriques de l'Ouest, à travers son médiateur attitré Blaise Compaoré, comme le disaient mes collègues précédents, qui est en même temps le fauteur de guerre, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et ailleurs, et en même temps fauteur de guerre au Mali, mais aussi médiateur. On se souvient qu'au moment de l'accès à l'indépendance de mon pays, la France, à travers son Parlement... Monsieur le témoin, s'il vous plaît, pouvez-vous recentrer un peu votre propos sur l'intervention française au Mali, s'il vous plaît? Oui, je viens de faire là. Merci. Donc, la France avait fait voter par son Parlement en janvier 1959 une loi délimitant un espace qu'on a appelé OCRS, Organisation des États riverains du Sahel, qui concerne justement l'espace actuel qui est donc au centre du conflit qui intervient dans mon pays. Donc, intervention militaire française au prétexte qu'elle voulait donc interrompre le processus d'occupation du territoire national par les mouvements djihadistes, dénoncé par la France d'un côté, mais par ailleurs, quand on regarde ces mouvements djihadistes, ils étaient principalement soutenus par des acteurs comme des pays, des pétromonarchies du globe, qui pourtant sont les amis en même temps de la France. À travers donc la tutelle de la CEDEAO, il a été imposé à mon pays un président intérimaire, un gouvernement intérimaire, une feuille de route du gouvernement de transition intérimaire, des élections sur lesquelles la France s'est déclarée intraitable, et par la suite donc mise en place d'un parlement dont le mandat était périmé, mais dont le mandat a été autoritairement prolongé par la CEDEAO. Jusqu'ici, dans cet espace-là, donc la France a décidé d'intervenir dans cette partie nord du Mali, sans demander l'avis du Mali, mais le prétexte sur la demande du président qui, à l'époque, on a été chercher pendant 2 heures de temps, et c'est l'ambassadeur de France qui a rédigé l'autorisation de la demande d'intervention de la France au nom du Mali. C'est dire qu'une série d'événements ont été posés à ce pays sans jamais demander l'avis des Maliens. Aujourd'hui, la France est présente à Kidal, mais en même temps qu'elle dit déclarer combattre pour l'intégrité territoriale du Mali, elle interdit à l'armée nationale malienne de se déployer dans la ville de Kidal. L'armée malienne, forte à peine de 150 hommes, est aujourd'hui cantonnée dans la ville de Kidal. Pourtant, l'armée française contrôle l'aéroport de Kidal. Et dernièrement, le Premier ministre malien qui a voulu se rendre donc à Kidal en a été empêché par les forces rebelles. Comment comprendre donc un pays qui se dit en même temps ami d'un autre pays, le Mali, et qui en même temps empêche ce pays d'assumer sa pleine souveraineté sur l'entièreté de son territoire. Autant de contradictions donc qui montrent la duplicité de l'intervention française. En témoignent les dernières manifestations à Bamako qui dénoncent justement l'attitude de la France à Kidal. Merci, monsieur Témoin. Je rappelle que si nous n'étions pas intervenus, les narco-djihadistes auraient certainement conquis Bamako, et pourquoi pas Dakar. Donc en sécurisant le Mali, eh bien, nous avons sécurisé le Sahara et jusqu'à l'Europe entière. Alors merci qui? C'est qui vous finance? Oui, c'est le discours ambiant, mais parlons des narcotrafiquants. L'espace est devenu une zone de non-droit, donc une zone de trafic, et on sait aujourd'hui que l'argent du trafic contribue à financer les opérations secrètes des armées occidentales. Elle contribue aussi à soutenir le système financier international en Europe. Et l'argent de la drogue est largement recyclé dans ces réseaux-là.
Donc c'est un instrument de financement des opérations occultes de la France-Afrique en Afrique, en dehors des budgets officiels de l'État. Merci de cette claire et pertinente réponse. Le septentrion malien, à partir de 2003 jusqu'à 2010-2011, est soumis à des processus de déstabilisation avec l'instauration de groupes armés narco-djihadistes, plus particulièrement AQMI, qui résulte du démantèlement du groupe salafiste de la fabrication de combat en Algérie. Ils se réfugient au Mali, ils se sanctuarisent. Se sanctuariser, ça veut dire qu'il y a des relations, peut-être pas de type organique, mais enfin des relations avec les populations locales et plus particulièrement avec les morts de la biche à travers des unions matrimoniales. Donc ce processus de sanctuarisation est important. Et enfin, la deuxième chose, c'est quand même l'essor aussi des drogues illicites et plus particulièrement la cocaïne. À partir de 2007-2008, on voit bien qu'il y a cet essor-là. Je ferai référence à ce qu'on a appelé le Boeing cocaïne qui, selon certains chiffres, selon certaines données, disent qu'il y a des 6 tonnes de cocaïne, d'autres disent un chiffre rond 10 tonnes de cocaïne, ça représente quand même quelque chose. À partir du moment où il y a ces types de processus, on peut en déduire que l'État n'était plus présent et que l'on a affaire à une zone de non-droit. Et cette zone de non-droit, elle est porteuse d'impunité, d'une part, et d'autre part, elle crée des conditions de gangrène politique au niveau des appareils d'État, probablement à un haut niveau. Et donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce n'est pas déjà les prémices de pratiques de type mafieux? Je dis bien de type mafieux, parce que la mafia, c'est autre chose. Donc, c'est ça la situation qui a prévalu au Mali. Et ça s'est quand même diffusé sur l'ensemble de la sous-région. Donc, la question qu'on peut se poser, compte tenu du fait que, de mon point de vue, le Mali occupe une situation géostratégique et que l'affaiblissement de l'autorité de l'État est parti du septentrion, donc du nord du Mali, et que ce septentrion devient le centre de la déstabilisation, plus particulièrement sur l'Algérie et sur la Mauritanie. Donc ça se diffuse quand même sous des formes variables, avec une intensité différente, sur l'ensemble d'une sous-région dont je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas que la stabilité règne. Il y a des processus qui ont généré les conditions d'une instabilité qui a tendance à se généraliser. Ce que je disais avec les exemples, ça part quand même de la zone saharienne de l'Ouest et ça va quand même jusqu'à l'Est, en Somalie. Alors, justement, ce dont vous êtes en train de comment est-ce que l'État peut jouer pleinement son rôle face à des multinationales qui donnent l'impression d'être plus puissantes justement que les États en place? Je crois que le point de l'État affaibli, ou dit la terminologie officielle, je crois qu'il faut le replacer quand même dans leur contexte à partir des années 70. Ils sont soumis à trois contraintes extrêmement importantes. La première contrainte, c'est les aléas climatiques. Vous avez vu tous les phénomènes de sécheresse qui se sont transformés en famine sur l'ensemble des États saharo-océaniens, qui ont contribué fortement à les affaiblir, qui a généré aussi de la corruption et qui a produit des coups d'État. Les coups d'État au Niger résultent de cette situation climatique. Donc il y a des liens entre la dimension climatique et la dimension politique. Maintenant, si vous faites référence à la situation qui prévalait en 83-84, c'est quand même le début des premiers plans d'application structurelle. Et l'application des PAS ne va pas du tout dans le sens de l'essor et du pouvoir de l'État, puisqu'ils sont soumis à des conditionnalités, ils doivent appliquer ce que l'extérieur leur impose, et plus particulièrement la politique du Fonds monétaire international. C'est la deuxième chose. Ça, c'est 83-84. Vous avez 10 ans après la dévaluation du CFA. La dévaluation du CFA en 93-94 n'a pas été demandée par les États africains, c'est une erreur de ma part. C'était des logiques financières qui ont conduit à cette prise de décision. La décision de la dévaluation du CFA a contribué au doublement du remboursement de la dette. Donc si vous conjuguez, si vous associez ces trois aspects, on comprend aussi pourquoi ces États sont dans des situations d'affaiblissement et qu'ils ont des marges de manœuvre extrêmement réduites. Il y a un troisième aspect dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le problème de l'apparition des rébellions à caractère ethnique. Si vous prenez le cas du Mali, en 2006, c'est la quatrième rébellion qui intervient, qui fait l'objet des accords d'Alger. Et les accords d'Alger, c'est quoi? C'est que l'armée nationale malienne doit se retirer
dans les grandes villes, à savoir Tombouctou, Gao et Kidal, et que le reste du pays est sous le contrôle policier et militaire des unités spéciales qui ont été créées à cette occasion et qui sont essentiellement composées d'anciens rebelles. Donc on comprend pourquoi l'ensemble de ce septentrion, l'État est particulièrement absent, conjugué à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'essor des drogues illicites et plus particulièrement de la cocaïne, du cannabis et aussi du trafic d'êtres humains. On peut comprendre la situation. Maintenant, ce qui me paraît déterminant pour ce cas sur Tanbad à l'intérieur, c'est quand même des conséquences de l'intervention militaire en Libye. Les conséquences de l'intervention militaire en Libye, elles sont catastrophiques sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, mais sur la situation qui prévaut actuellement en Libye. Où est l'État libyen actuellement depuis 2 ans après l'intervention et la chute de Kadhafi? Il n'y en a pas. Le pouvoir est entre les mains des milices djihadistes pour la plupart d'entre elles. On peut dire que les autorités politiques libyennes sont des autorités djihadistes. Et je passe mes mots, je ne citerai pas la personne qui a fait référence à ça hier soir, mais c'est un constat. Donc on assiste aussi à une tribalisation du politique. Et cette tribalisation du politique ne peut être que porteuse de conflits. À propos de l'acheminement de la cocaïne, ça crée les conditions du démantèlement du territoire national au profit de l'instauration de nouvelles territorialités. Et ces nouvelles territorialités, elles passent par les dimensions ethniques qui va contrôler l'acheminement de la cocaïne. À l'intérieur de ça, vous avez des problèmes de leadership politique au niveau des tribus. C'est la raison pour laquelle je parle de tribalisation du politique. Donc je pense quand même que la situation n'est pas particulièrement réjouissante. Alors aussi que c'est une question de gouvernance. Oui, c'est une question de gouvernance. Bon, je n'aime pas beaucoup l'expression de gouvernance parce qu'elle a une telle connotation idéologique qu'on ne sait pas très bien exactement ce que ça veut dire. Mais je voudrais revenir sur cette notion que j'ai voulu avancer tout à l'heure sur le processus de militarisation. J'observe, parce que je suis aussi un observateur en tant qu'anthropologue, que jusque dans les années 2010, les armées nationales étaient des armées qui représentaient des entités homogènes cohérentes. Elles ont fait des coups d'État un peu partout, au Mali et au Niger. Que constate-t-on en 2013? Que ces armées nationales n'assurent plus leur fonction nationale pour le maintien de la paix et de la sécurité. Et que pour maintenir la paix et la sécurité, ces États sont obligés de passer par des demandes d'aide de militaires extérieurs. C'est quand même quelque chose qui est assez révélateur, premièrement. Deuxièmement, ça passe nécessairement par l'ONU, c'est-à-dire que c'est le Conseil de sécurité qui prend des décisions pour faire intervenir des militaires de l'ONU. Et ces décisions sont exécutoires. Donc on voit bien qu'il y a maintenant ce qui régit le monde, parce que c'est un problème aussi de mondialisation, c'est des institutions internationales. L'ONU, elle est faite pour ça, et elle s'appuie aussi sur des interventions de puissance nationale telles que la France. La France est quand même intervenue au Mali d'une manière un peu particulière, parce que c'était un peu la locomotive, le leadership. Toutes les demandes d'intervention qui se font au Conseil de sécurité de l'ONU se font sous la demande de la France. Pareil pour la RCA. Donc il y a quand même quelque chose qui fait en sorte que qui caractérise un affaiblissement sensible des États africains pour ceux auxquels je me réfère. Maintenant, si on fait le lien, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, avec le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité, je crois que c'est ça l'appellation exacte. Ça veut dire que ça ne concerne plus simplement que le précaré français. On disait autrefois France-Afrique, c'était pas l'ONU, maintenant on dit Afrique-France, mais c'est pas un canton des doigts ou par une déclaration qu'on touche ces réseaux-là. Ce qui me paraît important dans ce sommet-là, c'est que ça caractérise quand même une situation de mondialisation dont le système actuellement est en crise. Le système libéral, tout le monde reconnaît que c'est une crise systémique. Et ce sommet-là dépasse largement les pays francophones, puisque ça concerne aussi les pays anglophones. Pour quels objectifs? La recherche de marché. Merci. Alors, vous êtes en train de nous dire, là encore, un peu plus tôt, que dans ce monde-là où pratiquement le reste de la planète va tellement mal et que l'Afrique va de mieux en mieux, grâce à la croissance d'ailleurs, depuis pratiquement 2 décennies, et ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'autre, en fait, de sorte Le problème avec le taux de croissance, de mon point de vue, ça ne se pose pas en soi, c'est quelles sont les retombées au niveau des revenus de la population sur ce taux de croissance. Ce taux de croissance-là,
tout le monde sait qu'il est accaparé par certaines puissances, par certains groupes, mais ça n'a pas débouché sur l'amélioration du niveau de vie des populations. D'où le fait qu'on retombe sur le problème de la pauvreté et que la pauvreté fait le lit de toutes ces actions salafistes, djihadistes qui, elles aussi, ont des finalités et des pratiques humanitaires. C'est très surprenant, mais j'ai appris que dans certains campements du Mali, il y avait des dentistes. Il y a jamais eu de dentiste dans un campement complètement perdu du Mali. Et le dentiste en question, c'est qui? C'est un salafiste djihadiste d'Aqmi. Donc ça veut dire qu'il présente une dimension humanitaire, et puis par ailleurs, pour une certaine partie de la population, c'est aussi le retour à l'ordre, dans un contexte que je décris tout à l'heure, où c'était le désordre, l'impunité, etc. Donc c'est perçu par une partie infime, mais quand même, c'est perçu comme étant le retour à l'ordre. Alors le problème qui se pose actuellement pour la plupart des États africains, c'est oui, de la démocratie. Qu'est-ce qu'on fait de la démocratie? Il ne peut pas y avoir des États dits forts, c'est-à-dire quelque chose, sans qu'il y ait des institutions fortes, et le retour à l'État fort et les institutions fortes passe nécessairement par une démocratie que j'appellerais une démocratie citoyenne, pas simplement une démocratie élective qui en définitive ne représente qu'un moment de la vie politique. Le problème, l'enjeu il est là. Et pour que les États soient forts, il faut des oppositions fortes. Alors, dans la consultation des différentes catégories de la population, il y a la consultation des jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont ceux-là qui mettront en œuvre l'agenda 2063. Alors il est important de les consulter et l'Union africaine est en train de les consulter. J'ai participé il y a à peu près une dizaine de jours à Dakar à un forum des jeunes qu'on avait convoqué pour cela. Donc je crois que cette préoccupation d'impliquer les jeunes est présente à l'Union africaine.